Je m'appelle Stéphane Coussemant, je suis cofondateur d'Acamis. Acamis, c'est une agence marketing. On est la 7e société de l'Alliance, initiée par Xebia, que je remercie de nous avoir invités aujourd'hui. Le métier d'Acamis, c'est d'aider les entreprises à trouver leurs clients dans le digital. Cette conférence pourrait un peu l'orienter, puisqu'on est quand même sur une population aujourd'hui très IT. On va faire un peu le pendant entre l'IT et le marketing et comment tout ça évolue aujourd'hui à travers l'acquisition. Notre métier, c'est de la communication, c'est de faire venir des visiteurs sur un site et de transformer ces visiteurs en clients. Pour faire ça, dans le digital actuel, on a besoin de développeurs, on a besoin de compétences techniques. Et c'est cette évolution du marché du digital et de l'acquisition que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Je vais enfoncer beaucoup de portes ouvertes pour des gens du marketing s'il y en a, pour des gens de la technique aussi, je pense, mais quelques fondamentaux sont à représenter pour arriver à la deuxième partie de la présentation. Donc, comme je disais, le marketing a changé, l'acquisition aujourd'hui, le digital, je ne sais pas si vous avez suivi les conférences d'aujourd'hui, on vous a présenté qu'entre la data, les orientations des business models, tout ça évolue. On n'attrape plus les clients de la même manière et on ne les adresse plus de la même manière. Ce qu'on va avoir dans cette présentation, c'est un fil rouge, comme je vous l'ai dit, entre l'IT et le marketing, avec deux parties. On va revenir sur les techniques d'acquisition traditionnelles. Quand je parle de techniques d'acquisition, achat de mots-clés, référencement naturel, communication sur les réseaux sociaux, usuels. Montrer qu'elles peuvent être en perte de performance si elles sont mal utilisées, comment mieux les utiliser avec les techniques d'aujourd'hui. Et on va voir un cadre méthodologique pour acquérir nos clients aujourd'hui, quelle est la bonne approche. Je vais faire un petit rappel déjà, puisqu'on a une conviction chez Acamis. Vous avez pu voir ce matin, entre autres, Tiga qui a parlé de design product, de Lean Startup, tout ce qui se passe dans le produit, l'agilité. On a vu Scrum, l'Extreme, toutes ces choses-là qui sont nées il y a un peu plus de 20 ans maintenant, qui sont dans les entreprises depuis réellement industrielles une dizaine d'années, pour celles qui sont des pure players digitaux. L'agilité a rapproché le marketing produit et l'IT. Fini les cycles en V, on est arrivé avec des équipes qui travaillaient ensemble, pluridisciplinaires, des gens du marketing et de la technique qui communiquaient, qu'on a mis dans les mêmes équipes pour sortir des bons produits dans un marché qui s'accélère. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'était ce slide-là, pardon. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur l'acquisition, c'est la même chose. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que pour faire une acquisition performante demain, il va falloir que l'IT et le marketing travaillent. Ce qui n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, dans les entreprises, vous trouvez des directeurs marketing, des responsables d'acquisition, des responsables de la relation presse, des responsables de la fidélisation, des gens qui vont gérer le CRM, le BI, côté technique et marketing, du reporting, du tracking. On va entendre un certain nombre de postes et de fonctions qui ne communiquent pas forcément ensemble aujourd'hui, qui ne partagent pas des objectifs communs, alors qu'une acquisition performance doit avoir des buts et des objectifs partagés et communs. On va y revenir. Les standards, l'acquisition traditionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'elle vous est présentée simplement à travers des Google, des Bing, des Yahoo, des Facebook ou autres, fonctionne pour un certain nombre de marchés, mais de moins en moins. On va y revenir. Comment faire qu'il fonctionne un peu mieux? Déjà, c'est de comprendre certaines choses. La première chose à comprendre, c'est que j'ai beau avoir la plus belle application, l'ADN de Xebia, c'est de faire du logiciel de qualité. J'ai beau avoir la plus belle application, si je ne sais pas le dire, ça ne sert à rien. Je ne ferai pas venir des visiteurs dessus. Rien que sur les App Store, vous avez à peu près 3 millions d'applications entre iOS et Android. Des sites marchands à vocation e-commerce, il y en a à peu près 190 000, je crois, cette année. C'est une progression de 20 à 30 000 par an. Donc il faut bien comprendre que sur cette galaxie, ce volume d'applications payantes qui existe dans l'écosystème digital, avoir une application qui va bénéficier de la viralité, qui va être rentable, statistiquement, c'est proche de zéro. Donc faire connaître son application, c'est un métier à part entière. Ça doit se prévoir dès le départ. Beaucoup de business plans aujourd'hui arrivent en disant j'ai créé une super application, ça répond à un super problème, et j'ai personne dessus, quoi. J'ai aucun client qui le fait savoir. Puis souvent, on le voit dans des sociétés, des startups qui naissent, qui ont mis tout leur budget sur la création de la dernière feature particulière de l'application. Et quand ils font commencer à parler d'acquisition client, d'aller communiquer avec ses clients, il n'y a pas forcément du budget, ça devient très compliqué.
Pour mener une stratégie d'acquisition performante, déjà, il faut éviter certains pièges. Il faut comprendre comment fonctionne l'acquisition. L'acquisition, c'est un environnement complexe et normé. Un utilisateur, on va communiquer avec lui avec certaines techniques, de la publicité radio, presse, de l'affichage sur d'autres sites. On va le faire venir comme un visiteur. Ce visiteur, grâce à un parcours client adapté, on va essayer de récupérer une information nominative sur lui pour en faire un prospect. Avoir un email, un numéro de téléphone, une adresse, quelque chose qui nous permette de communiquer avec lui. Si on peut en faire un utilisateur, même gratuit, mais quelqu'un qui va revenir régulièrement sur le site, c'est intéressant, jusqu'à ce qu'on le transforme en client. Un client, c'est quelqu'un qui va faire un acte d'achat ou dont on est capable de monétiser la donnée. L'utilisateur, pour passer sur l'ensemble de ces étapes, il y a différentes techniques, on en a listé une liste non exhaustive ici, qui vont passer par de l'email, de la communication, ça peut être aussi du phoning dans le secteur B2B, il y a différentes techniques pour faire passer un utilisateur d'un état à l'autre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas un email magique qui va sur 10 millions de personnes prendre un visiteur et le transformer en client immédiatement. Si vous cherchez à remplir ces fonctions avec un seul email, vous allez avoir énormément de déperditions. Un élément très important dans tout ça, c'est l'UX et la réputation. L'UX et la réputation sont fondamentaux, mais ce ne sont pas des vecteurs d'acquisition, ce sont des vecteurs de transformation. Ce n'est pas parce que vous avez une super ergonomie que les gens vont venir sur votre application. Par contre, une ergonomie adaptée avec un entonnoir de conversion intelligent, l'entonnoir de conversion n'est pas forcément lié à l'UI ou à l'UX, ça va être un vecteur d'accélération pour avoir des clients. Une bonne réputation, c'est un vecteur d'accélération. Une mauvaise réputation, je vous donnerai des chiffres tout à l'heure, peut vraiment empêcher quelqu'un de devenir client. Ce sont des vecteurs d'accélération et non d'acquisition. D'accélération et de transformation. Alors l'acquisition et ses mots. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que 6 personnes sur 10 consultent un avis sur le produit ou sur la marque avant d'acheter. Donc une mauvaise réputation peut me bloquer sur une communication que je vais lancer. Je lance une pub télé, j'ai une réputation catastrophique sur mon service client ou autre, je vais perdre les effets de ma publicité. Contrario, 17 personnes sont influencées par un avis négatif. J'ai acheté la dernière voiture, le dernier produit, le dernier ordinateur, c'est une catastrophe, le packaging n'est pas bon, etc. Je vais perdre 17 personnes derrière. C'est des valeurs moyennes qui sont diffusées sur le net, je ne les invente pas. Dans un marché hyper concurrentiel, quand vous arrivez sur le digital, à part quand vous êtes un nouvel entrant avec une nouvelle fonction, vous avez déjà d'autres acteurs qui sont présents. Pour exister, ça coûte plus cher. Pourquoi ? Parce que les mots-clés, il y a des enchères. Plus il y a de gens qui font des enchères sur des mots-clés, plus ils vont coûter cher. L'offre, comme je dis, l'offre est pléthorique, c'est-à-dire que j'ai plus d'offres pour mon client final. Donc j'achète plus cher mes clients et j'en ai moins à la fin puisqu'ils ont plus de choix sur le net. Donc ma marge va fortement baisser. Fidéliser ses clients, ça coûte moins cher d'en acquérir. On a beaucoup de grands comptes ou de gens qui ont déjà des bases clients, qui vont travailler sur de l'acquisition et de l'acquisition, qui vont oublier leurs clients. Faire de la rétention, faire de l'upsell et travailler ses clients, s'en occuper, ça coûte moins cher que d'en acquérir des nouveaux. Surtout dans un marché hyper concurrentiel. Il faut choyer ses clients. Je pourrais vous lister une liste comme ça, pléthorique, sur la maturité des sites. On estime que 60% des sites n'adressent pas correctement leur présence digitale, avec des critères sur la disponibilité, sur le parcours client, etc. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut bien comprendre avant de se lancer dans une acquisition. Le premier piège à éviter, et là c'est le premier rôle pour moi de l'IT dans l'acquisition, c'est d'essayer d'arroser de façon très générique une population. Quand on dit mon marché, c'est 68 millions maintenant, je crois, en France, 68 millions de personnes, ce n'est pas un marché, 68 millions de personnes. Un marché, ça se segmente. Mon marché, c'est 4 millions d'entreprises, ce n'est pas un marché, 4 millions d'entreprises. Je vais adresser une typologie d'utilisateurs ou d'entreprises par classe socio-professionnelle, par des gens qui ont déjà acheté un produit, par tranche d'âge, par sexe, par région. Je vais segmenter mon marché en fonction de ma connaissance et en fonction de ce que je veux vendre. Quand je définis mon produit, je vais travailler avec les gens à qui je veux vendre ce produit. Et dans l'acquisition, je vais aller chercher ces gens et je vais communiquer auprès d'eux pour les ramener chez moi. Donc il y a un travail sur le produit, sur la connaissance client, il y a un travail sur l'acquisition pour aller chercher ces clients, pour les ramener sur le produit. Et on va découvrir d'autres typologies de clients.
Où l'IT a un rôle déjà, c'est que c'est lui qui a dans les mains les bases de données. C'est lui qui est capable de sortir. Alors, il y a eu beaucoup de conférences sur le big data aujourd'hui, sur la connaissance, sur le data lake, etc. Il est vital de connaître ses clients. Nous, quand on arrive dans une entreprise, on dit qui sont vos clients. Et là, on nous dit nos clients sont des hommes, des femmes. On a un cas dans le tourisme qui était mes clients, c'est 80% d'hommes. Vous le savez comment, les cartes bleues, je l'ai vu. On a mis un peu de tracking, on a regardé. 80% des devis étaient faits par des femmes. Et ça, ils ne le voyaient pas parce qu'ils n'avaient pas un tracking à ce niveau-là. On a changé le contexte éditorial, on a amélioré les taux de transformation de 4,5%. Donc connaître ses clients, c'est fondamental pour adresser son acquisition. C'est pareil quand vous envoyez un email ou vous faites une publicité qui va parler à tout le monde, enfin vous pensez qu'elle va parler à tout le monde, vous arrosez très large et il y a très peu de personnes qui se sentent concernées. Par contre, si vous faites un email au senior spécifique de telle région qui a tel problème et telle problématique, il va y répondre plus facilement. Donc vous allez avoir moins de volume, mais vous allez avoir des meilleurs taux de transformation. La technique doit fournir au marketing tous les éléments de la connaissance client qui a là à sa disposition. Non seulement parmi des outils, mais aussi une capacité d'analyse en disant tiens, regarde, ces gens-là, cette typologie de personnes reviennent plus souvent. Ou c'est tel type de personnes qu'on fait ce type d'achat. L'ère du big data, dans les techniques d'acquisition traditionnelles, prend toute sa dimension par la connaissance et le besoin de la connaissance. Autre chose, autre piège à éviter, c'est l'incohérence éditoriale. Ce qu'il faut faire, c'est de la cohérence éditoriale. Je prends un exemple, une publicité à la télé qui vous parle d'un prix à 250 € par mois. Vous avez entendu la marque, vous l'avez vu, vous allez sur Internet, ce prix n'existe pas. La homepage du site ne l'a pas repris, les mots-clés n'ont pas été achetés en cohérence, vous avez une incohérence éditoriale. Vous perdez dans votre entonnoir de conversion. Les gens que vous avez intéressés par une publicité, radio, presse, télé, ils ont essayé de chercher l'information chez vous, ils ne l'ont pas trouvée. Quand une communication est lancée, même sur un email, quand les gens vont cliquer sur le lien, il faut qu'ils retrouvent la promesse que vous faites dans l'email. J'envoie un email sur une catégorie socio-professionnelle spécifique qui leur parle d'un produit à valeur ajoutée. Quand la personne clique sur le lien, elle arrive sur une landing page ou une home qui va reprendre ce contexte et je vais lui parler de la même chose pour pouvoir l'intéresser, pour pouvoir récupérer une information et en faire un prospect. Et si ça ne l'est pas, lui faire une vente, si c'est déjà un membre. Donc la cohérence éditoriale, c'est sur l'ensemble du parcours de communication que je vais mettre en œuvre pour acquérir un client, d'avoir le même type d'information. Il y a des grandes marques que je ne vais pas forcément citer, mais je pourrais citer, qui aujourd'hui font de la pub presse et télé, et on ne retrouve pas la promesse qu'ils font sur des gros médias qui coûtent très cher, on ne la retrouve pas dans le digital. Énormément de déperditions, énormément de pertes d'argent, donc c'est le saut percé. J'investis massivement sur un support et je perds derrière mon acquisition et ma capacité de transformation. Ce qui est important aussi, c'est de connaître sa maturité. Quand on parle de canal ou de levier d'acquisition, on parle de différents moyens qui permettent d'acquérir des clients. Est-ce que vous avez une capacité à rédiger pour faire du référencement naturel, pour faire du contenu? Est-ce que vous avez des outils de tracking qui vous permettent, si vous envoyez des emails, de dire... Est-ce que vous avez des outils de tracking qui permettent de voir l'efficacité de vos envois d'emails? Envoyer des centaines de milliers d'emails, si vous n'êtes pas capable de savoir qui les a ouverts, qui est revenu, à quel endroit il a cliqué dans l'email, vous perdez en efficacité. Vos forces opérationnelles sont-ils capables de gérer ce genre de campagne? Donc en fonction des canaux qui s'adressent le plus à vous dans votre acquisition, donc ça vous connaissez généralement en fonction de votre produit, où est-ce que vous allez trouver vos clients et comment on peut communiquer, de comprendre quelle est votre maturité et d'investir sur des axes de maturité. Si vous investissez dans un axe où vous êtes immature, donc vous êtes tous capables de faire un email, mais si vous n'avez aucun outil de tracking sur l'email, vous allez avoir une déperdition sur cette campagne, vous allez perdre de l'argent parce que vous n'allez pas savoir qui l'a ouvert, donc vous ne savez pas connaître le client, ce qu'il en a fait. Donc il faut d'abord monter en maturité sur ce canal-là, avant de lancer une campagne, pour éviter de perdre de l'argent. Si vous êtes très mature sur la capacité de faire des events, je prends l'exemple de Xebicon, on peut voir que la maturité est là, puisque l'événement est à la hauteur, personnellement je trouve. C'est un très bon élément d'acquisition de travailler sur des événements. J'ai posé la question à Luc si sa vocation était des attentes de réputation ou d'acquisition. Il a dit non. C'est juste la notoriété, rendre service à mes clients et montrer à mes clients tout ce que je peux faire. Mais il y a une grosse maturité d'acquisition sur l'événement. Je sais que GBIAS, il a voulu tourner comme ça. Donc, bien se connaître. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Merci Chloé. Mais je parle un peu plus vite que d'habitude, donc je pense que je vais passer dans les temps.
Voilà. L'emailing. Alors, une acquisition d'email, je ne sais pas vous, moi je pense que 2/3 de mes emails sont non sollicités, ne m'intéressent pas. C'est du spam, c'est du CRM, c'est du mail, je ne sais pas comment ils l'ont trouvé. Pouvoir vendre par le biais de l'email, si vous ne faites pas de ciblage, ça ne sert plus à rien. Faire un ciblage, c'est identifier la personne à qui vous allez l'envoyer, qui elle est, où elle en est dans son cycle de vie, jeune, vieille, capacité d'achat, pas d'achat, qu'est-ce qui l'intéresse. Alors quand vous parlez à quelqu'un comme moi qui approche la cinquantaine avec ses problèmes de poids ou autres, forcément il y a des mails que j'ouvre plus que d'autres. Il y en a d'autres que je n'ouvrirai jamais. Donc il est important de connaître votre client. Si vous faites des emails comme ça pour envoyer 20 millions d'emails sur des bases non connues, le taux de transfo aujourd'hui descend tout en dessous du 0,03%. Enfin, vous avez des clics qui sont anecdotiques et il n'y a aucune rentabilité sur le coût de la campagne versus les gens qui vont cliquer dessus. Je parle du B2C. Dans le B2B, c'est un peu différent puisque le mail professionnel est plus respecté aujourd'hui et on a des taux de transfo qui sont bien au-dessus. Rôle encore de l'IT par rapport à l'email, c'est d'avoir les bons outils. Aujourd'hui, je pense que c'est à peu près 70% des clients dans le digital. On en a 20 à 40% qui comprennent bien les principes du ciblage, de la connaissance client, mais ils n'ont pas les outils aujourd'hui pour le faire. Donc ils sont en demande et nous disent, voilà, moi j'aimerais connaître mes clients, j'aimerais savoir ce qu'ils font, les usages, et il y a une problématique d'équipement en termes d'outils. Une fois de plus, c'est le rôle de la technique, d'identifier tous les outils. Il en existe. L'offre, elle est pléthorique sur Internet, de petits outils plus ou moins puissants en fonction de la taille de votre société, qui vous permet de faire très facilement de l'analytics, du tracking, de la cohérence éditoriale. Toutes ces choses-là existent sur le net. On a hésité à faire un slide sur les outils, mais il y a tellement d'outils aujourd'hui que ça serait prendre parti sur d'autres. Et pour me dire, comme tout à l'heure, il y a eu pour le cloud, ah oui, mais vous n'avez pas cité celui-là. Donc on a préféré pas le faire. Le référencement naturel. Ça, c'est, il y a beaucoup de sites médias. Je pense à Melty, un site qui s'intéresse beaucoup aux 15-25 ans de la communication sur les ados. Toute sa stratégie d'acquisition est sur le référencement naturel. Référencement contenu frais, donc il y a 200 pigistes qui rédigent en temps réel. Contenu hiérarchisé, c'est-à-dire structuré par rapport à l'URL, par rapport aux mots-clés qui est dedans, comment il est vu par les moteurs de recherche, et ça apparaît tout de suite sur Google ou Bing très en amont. Leur revenu, c'est les budgets, c'est un portail média, ils vont vendre à Coca-Cola, à McDo pour être présents là-dessus. Ça marche dans certains secteurs. Le référencement naturel, c'est pas gratuit, c'est 200 pigistes qui travaillent en temps réel pour rédiger des articles structurés, donc qui ont déjà une expertise et qui ont déjà une connaissance comment on fait du référencement naturel. Si vous n'êtes pas un portail média et que vous voulez vendre un produit, sachez que si vous tapez écran plat, vous arrivez en dessous des 1600 pixels, hein, donc vous êtes bien en dessous de votre écran. Si vous tapez Paris-New York, alors c'est peut-être plus vrai aujourd'hui, mais il y a 2 mois, le premier lien de référencement naturel passé par les moteurs de recherche, c'était un restaurant, Paris-New York. Pourquoi? Parce que dans les moteurs de recherche, vous avez les liens sponsorisés au début. Après, vous avez les comparateurs dans le secteur e-commerce et touristique. Et après, vous avez le référencement naturel. Donc il faut payer pour être présent devant et pour arriver après. Donc le référencement naturel, excusez-moi, c'est quelque chose qui est très compliqué pour pouvoir sortir des revenus grâce à ça. L'évolution des mots-clés, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Dans le digital, le maximum d'acteurs sont de plus en plus présents et ils viennent. Pour ma part, j'étais dans le secteur du sport, ça ne se voit pas, mais j'y suis resté pendant 6 ans. Le sport, régime, perte de poids, les acteurs du tourisme, de la nutrition, des régimes, les Weight Watchers, les Ducans et tout ça. Depuis 5 ans, c'est la foire sur Internet. Tout le monde a une offre révolutionnaire et magique pour perdre du poids. J'ai pris 2 exemples, j'ai pris 2 mots-clés, perdre du ventre, entre 2013 et 2014, donc c'est très récent. Hein. Le coût d'acquisition sur perdre du ventre, il est passé de 6 € à 30 € en 1 an. Pourquoi? Parce qu'on était beaucoup à faire des enchères sur ce mot-là, parce qu'il attirait des gens chez nous. Sauf que les gens, ils avaient le choix. Donc le coût du mot-clé en 1 an est passé de, je peux vous le dire, de 30 centimes à 83 centimes. Donc à chaque fois qu'il y avait un clic, il fallait payer 83 centimes. Mais le nombre de gens qui venaient chez moi après pour souscrire à l'offre était beaucoup moindre, puisqu'ils allaient chez Fitnex, chez Ducans, chez d'autres, qui proposaient des offres alternatives. Donc ça a été multiplié par 5. Si je prends ventre plat, celui-là, il a été multiplié par 12. Le coût d'acquisition est passé en de 4 € à 48 €. Donc dans un univers hyper concurrentiel, l'achat de mots-clés, si vous ne choisissez pas les bons mots-clés,
vous allez vous retrouver dans une enchère à être présent le premier qui va vous faire perdre à coup sûr de l'argent. Donc l'analyse des mots-clés, c'est quelque chose qu'il faut faire en permanence par rapport à votre écosystème, par rapport à votre concurrence. Et on s'aperçoit aussi très rapidement que des fois, il y a des mots-clés très simples qui sont peu sollicités et sur lesquels on peut gagner beaucoup d'argent. On exerce beaucoup dans le secteur du fintech, finance, banque, etc. en ligne. On a des mots-clés qui vont jusqu'à 15-20 euros. Prêt particulier, c'est un mot-clé qui coûte plus de 15 euros le clic, je crois. Donc les gens, quand ils font le fintech et qu'ils se disent qu'il faut acquérir des clients, quand ils voient le coût des mots-clés sur un Google, ils se disent « Waouh !» Donc il va falloir réfléchir autrement pour acquérir des clients que faire de l'achat de mots-clés. Certains secteurs s'y prêtent plus. D'autres, par contre, il y a plein de mots-clés qui sont peu utilisés ou des long tails, donc des mots-clés composés qui permettent d'acquérir des clients plus facilement et à moindre coût. Dernière chose, on en a parlé, j'en ai entendu, je ne sais plus dans quelle conférence, quelqu'un en a parlé, l'opacité comme la marge sur coût variable, la MCV. C'est bien quelque chose qu'il faut comprendre, c'est quand vous investissez un budget marketing, il y a des coûts variables. Des coûts d'achat de mots-clés, de campagne emailing. Vous allez investir 10 un mois, il faut que ces 10, à minima, vous rapportent 11. La marge sur coût variable, c'est le 1. C'est ce 1 qui va payer vos frais de structure, vos salaires, vos coûts de loyer, etc. Donc c'est votre marge sur coût variable qui fait que vous allez être une société profitable ou non. Alors en fonction du cycle de l'entreprise, il y a des phases de communication, vous allez investir pour être présent, qui sont pour moi des coûts fixes et pas des coûts variables. Et après, vous avez des coûts variables d'acquisition. Ce qui se passe dans cet univers hyper concurrentiel, la majorité des acteurs, depuis 5 ans, pour ne pas dire 10, mais depuis 5 ans, on voit cette marge diminuer, parce qu'ils ne sont plus tout seuls, et que leurs budgets marketing sont obligés d'augmenter. Un Facebook Ads, du Lookalike, du Google, toutes ces choses-là augmentent en fonction du nombre d'acteurs qui utilisent ces canaux. Donc la marge sur coût variable baisse, et la problématique, c'est qu'on n'a pas d'autre solution qu'utiliser ces canaux traditionnels qu'on utilise depuis des années. Je vais citer un exemple que je voulais citer sans dire Voyage SNCF, qui, dans les années 2005, avait 99% de son acquisition qui passait sur l'achat de mots-clés, avec des budgets assez conséquents. D'ailleurs, je crois que c'est Marie-Laure Cassé ce matin qu'on a parlé de ça. Des budgets conséquents sur l'achat de mots-clés. Aujourd'hui, a mis en place une structure de data scientist et de big data sur la connaissance client, sur la rétention, et elle déclare plus de 12% de volume d'affaires générés par la connaissance client en interne. Donc c'est des gens qui ont pris le pivot de se dire les techniques d'acquisition qu'on connaissait, ça devient de plus en plus compliqué. En plus, le secteur touristique a été attaqué par Google avec le comparateur, leur a fait pas mal de tort. Les Blablacar et autres font du tort à ces sociétés-là. Donc aujourd'hui, il faut trouver d'autres techniques. Et ils passent par la connaissance client pour faire de l'upsell sur le client, ouvrir des produits à valeur ajoutée pour les clients en les écoutant, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui les intéresse. Donc j'ai entendu qu'il y a 2-3 innovations qui allaient sortir là ce matin. Et à partir de là, ils vont aller chercher d'autres types de clients. Donc c'est plus une approche de dire j'ai un canal d'acquisition traditionnel, c'est j'écoute mes clients, qu'est-ce que je peux leur donner et comment je vais faire évoluer pour faire performer mon acquisition. Voilà, ce que je voulais faire avec ce premier passage assez rapide, c'était pour présenter très rapidement quelques techniques d'acquisition. Je ne vais pas parler des réseaux sociaux, on pourra en parler, etc. Mais de vous dire, voilà, ça marche encore sur certains secteurs, mais pas n'importe comment. Il faut bien être conscient des plus et des moins de ces canaux d'acquisition avant de les utiliser n'importe comment. Beaucoup d'agences vont vous vendre, tiens, je vous vends 20 millions de pages vues sur ma home, je mets votre publicité, et pour 20 millions de pages vues, ça va vous coûter 10 000 euros, vous serez vu par 20 millions de personnes, et vous allez avoir un succès fou. Vous lancez vos 10 000 euros, vous avez 20 millions de pages vues, et puis il y a 3 clients qui sont venus. Et la déception. C'est ce qu'on vous vend aujourd'hui. Pourquoi? C'est que ces 20 millions de pages vues ont été balancées à 20 millions de personnes, aussi différentes que un jeune, un vieux, un senior, quelqu'un qui a une capacité d'achat ou pas, et ça ne marche plus, ça. Il faut vraiment cibler vos campagnes. Donc, par contre, d'être présent dans la rubrique économie des Échos pour aller vendre des produits financiers à une population ciblée, vous avez beaucoup moins de personnes. Vous n'allez peut-être pas avoir 20 millions de pages vues, mais peut-être 200 000, mais vous allez peut-être toucher 2 ou 3% de personnes que ça intéresse. Donc, ciblez bien vos campagnes. Qu'est-ce qui se passe aussi aujourd'hui? C'est que là, on parle d'un digital un peu obsolète pour moi. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, ce terme brick and mortar, on m'a dit qu'il y a des gens qui ne le connaissaient pas. Je suis vraiment vieux. Brick and mortar, c'est l'économie traditionnelle. C'est la boutique du coin telle qu'on a connue dans les années 90. Toute l'économie passait sur une relation client-fournisseur
physique la majorité du temps. Mon fournisseur, mon vendeur du coin me connaissait mes goûts, savait ce que je pouvais acheter, pas acheter, quelle capacité d'achat. Il y avait une connaissance client ici, qui était très forte. Puis il y a eu l'avènement du web. On a perdu la connaissance client. Les personnes ont eu le choix d'acheter sur une économie régionale, mais aussi internationale. Des produits un peu exotiques que je ne pouvais pas avoir avant, je peux les avoir. Et puis, j'ai pu mettre en concurrence des grandes marques. L'hégémonie des grandes marques a disparu. J'ai pu faire du low cost massivement, etc. Donc, le web a donné ça. On a perdu la connaissance client. Multiplication des devices. Aujourd'hui, tous, on est sur notre mobile. On va chercher une information le soir en rentrant chez nous dans les transports. On arrive, on la continue sur votre écran PC, voire sur votre télé. Maintenant, on commence à avoir des services d'achat sur la télé. Donc, il y a un maximum d'usage qui est généré partout. Ça a été repris un peu dans les conférences d'aujourd'hui sur la data, donc c'est l'usage. Le problème, c'est que pour vendre demain, dans un marché où on a 50% de revenus en plus chaque année dans le e-commerce, c'est un marché qui est en perpétuelle évolution. Donc, on est en train de dire que tout le monde perd de la marge, mais pourtant, les revenus sont là. Pourquoi ? Parce que les acteurs sont de plus en plus présents. Et heureusement, c'est que les actes d'achat, il y a moins de barrières à acheter sur le net qu'il pouvait y avoir il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il y a des gens qui vous disaient « Ah, moi, je ne mets pas ma carte bleue sur Internet ». Je n'ai pas entendu ce terme-là depuis pas mal de temps. Donc, c'est quand même un marché qui explose. Avec le big data et tous ces usages, ce qui est important, c'est de reprendre la connaissance client qu'on avait là pour pouvoir cibler. On n'est plus sur un client qui va chercher une information, on est sur des fournisseurs qui vont pousser de l'information en fonction de l'usage. Et c'est là que ça change tout. Les enjeux de demain sont le push d'informations vers un utilisateur connu d'un produit adapté à son besoin. C'est identifier son impulsion d'achat par rapport à son usage, et en fonction de son impulsion d'achat, qu'est-ce que je vais lui proposer ? Tous les enjeux de demain sont là. C'est là que l'économie digitale évolue et que l'acquisition change, puisqu'on n'est plus sur quelqu'un qui vient chercher une information, on est sur quelqu'un vers qui on va pousser une information. Là, on venait chercher le produit, d'accord ? Et là, on pousse vers l'utilisateur le produit. Donc là, c'est l'utilisateur qui va chercher le produit, et là, c'est le produit qui va vers l'utilisateur. Vous essayez de me piéger, vous. Autre évolution sociétale, alors les avènements de Uber et autres. Bon, le e-commerce est une économie maîtrisée, achat, client, fournisseur. On va dire contexte juridique aussi assez cadré, TVA, autres. On arrive sur une économie collaborative. Le particulier devient un fournisseur de services. Donc on a vu le Uber, mais on peut citer Drivey. Je propose ma voiture qui dort la semaine, je la propose à un autre utilisateur. Le Bon Coin, qui a définitivement tué les brocanteurs de région. Uber, le Airbnb. Airbnb, je crois que rien qu'à Barcelone, c'est 30% de manque à gagner pour l'hôtellerie. Tous ces gens-là sont arrivés avec des consommateurs qui deviennent consommateurs. Force de proposition. Donc ça aussi, c'est un signe d'une économie qui change. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les grandes marques perdent une partie de leur marché, puisqu'il est repris par des consommateurs. Ces grandes marques se restructurent. En se restructurant, elles dégraissent. En dégraissant, elles créent des forces opérationnelles qui vont être forces de proposition sur le marché, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail des problématiques économiques, de fiscalité, de tous les gros qui sont en Irlande, qui ne payent pas leur TVA. J'ai vu que Uber payait 0 impôt en France. Je peux vous dire que les Google, les Facebook, alors toute l'Europe dit depuis longtemps on va redresser tout ça, etc. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais il faudra bien qu'ils fassent quelque chose. Il y a plein d'évolutions autour du travail qui vont arriver dans ces prochaines années avec l'évolution sociétale autour du digital. Si je prends le secteur du tourisme, pour moi, c'est un secteur qui est en train d'être ubérisé. Je prends le secteur du tourisme au sens très large. Hier, dans l'année du brick and mortar, on avait une agence de voyage au coin de la rue pour aller faire un voyage. Aujourd'hui, mon voyage, je peux le prendre tout seul en train, en avion. J'ai même vu qu'on pouvait louer des jets privés, de particulier à particulier, qui sous-louaient leurs jets. Bon, mon hôtel, mon Airbnb, je peux avoir une situation intramuros dans les plus belles villes de France et de Navarre. Mes locations locales de voitures, je peux passer par des services équivalents à Drivey. Aujourd'hui, le particulier peut gérer son voyage tout seul. La seule chose qu'il perd aujourd'hui et sur lesquelles les tours opérateurs se positionnent, c'est la connaissance locale du pays.
Mais la connaissance locale du pays, on l'a un peu à travers les blogs, etc. Il y a un nouveau service qui est en train de naître, ce sont les tours opérateurs locaux. Des gens comme vous et moi qui, demain, vont se mettre guides à Paris, parce qu'ils connaissent bien Paris, qui sont passionnés, qui ont fait un peu d'histoire géo, etc. à la fac, qui se positionnent. Donc, on est vraiment en train d'assister à une ubérisation du tourisme, avec une offre complètement explosée, qui permet aux particuliers de pouvoir gérer de bout en bout, et de tuer les agences de voyage proprement dites. Comment elles vont réagir, j'en sais rien. Maintenant qu'on a vu les méthodes d'acquisition et les évolutions de la société, comment on fait pour adresser des clients aujourd'hui? La première chose, c'est d'avoir un objectif précis. Alors je sais que dans l'Alliance, on ne dit pas de business plan. Business plan, ça ne sert à rien, on a tous été milliardaires sur Excel. La réalité est un peu plus compliquée, je peux vous le dire. C'est pas faute d'avoir essayé de m'être enthousiasmé sur des feuilles Excel. Mais bon, quand il faut être face aux clients, c'est un peu plus dur. Par contre, vous êtes quand même dans une économie où les banquiers et les financiers vous demandent des business plans à 3 ans, à 5 ans, ce qui veut absolument rien dire. Comme disait Luc tout à l'heure dans sa réunion, sa stratégie, il ne la connaît pas. Il l'a construit au fur et à mesure des besoins clients, quoi. Il y a 10 ans, il était incapable de vous dire qu'aujourd'hui, ce serait un des leaders sur l'agilité, sur le big data, etc. Il ne le savait pas. Donc, faire un business plan sur 5 ans, ça ne ressemble à rien. Pourtant, le marché vous le demande. Sans rentrer non plus dans des travers de dire qu'il ne faut rien faire, il faut connaître son marché et ses métriques. Quand vous définissez un produit, dans la phase de design product, il est important de savoir à qui va s'adresser ce produit. En fonction de à qui va s'adresser ce produit, vous avez déjà une vision de la segmentation de votre marché. Après, il faut connaître certaines métriques que toute agence ou le net vous donnera. C'est que si j'envoie X millions d'emails à cette catégorie de personnes sur tel type de média, je peux en attendre entre X et X% de taux d'ouverture et de satisfaction, etc. Donc il faut avoir un minimum de métriques quand on construit son modèle. Ces métriques vont vous donner des contraintes économiques. C'est que si vous envisagez de faire 100 de chiffre d'affaires, combien vous êtes prêt à investir pour faire 100 de chiffre d'affaires? Vous allez vous contraindre. Et ce business plan que vous aurez fait, il faut le tester en permanence pour pouvoir l'améliorer et voir si vos hypothèses de départ étaient bonnes. Donc il faut poser quand même quelques chiffres. Que vous soyez une start-up ou que vous soyez en grand groupe et que vous lancez un nouveau produit, les deux sont pareils. La value proposition design, c'est quelque chose aussi de fondamental. Tout le monde a une super idée qui correspond à un problème. J'ai développé une idée magique, ça va t'éviter de faire ça. Ah ouais, c'est génial. On est solution fit, donc on répond à une problématique. Par contre, quand cette problématique, on la met sur le marché et qu'on se dit, ah bah mais elle coûte 10 € par mois. Ah, bon, en fait, mon ancienne solution n'était pas si mal. Je n'ai pas de market fit. Donc ce qui est important, c'est de tester la perception du marché par rapport à mon produit. Est-ce que les gens sont capables de l'acheter? Comment? Quel business model? Quel modèle économique? Et qui? J'ai défini un produit pour telle catégorie de personnes, telle typologie d'utilisateurs. Est-ce que ces gens y répondent? Est-ce que d'autres peuvent y répondre? Et puis comment je fais pour les trouver? Sur quel levier d'acquisition je vais parler avec ces gens-là? Et une fois que j'ai trouvé une boucle vertueuse qui me permet de dire je suis capable de vendre mon produit à tel type de personnes en passant par telle technique d'acquisition, est-ce que c'est répétable? Et après, je peux l'industrialiser. Une des grosses problématiques du succès d'un produit, il est là. Toutes les idées, généralement, sont bonnes et correspondent à une problématique à répondre. Une grande partie des idées sont bonnes. Par contre, est-ce que le market fit y répond? J'ai toujours cet exemple, il y a 20 ans, de quelqu'un qui a dit « vous allez faire vos croissants vous-même le dimanche matin ». Donc vous alliez acheter un tube, où vous preniez votre croissant, vous les mettiez au four, et tout le monde a dit c'est l'idée de l'année, le mec va être milliardaire. À l'époque, c'était en francs, c'est 20 millions de francs qu'il avait levé pour monter. C'était un cas en MBA de marketing. Et on s'est dit, personne n'avait testé le concept, il avait été interviewé, aucun utilisateur, de savoir si les gens, entre aller à la boulangerie du coin le dimanche matin ou faire ses croissants, se posaient la question. Il a monté le truc et on lui a dit c'est génial et on lui a donné plein de pognon. Il est mort 6 mois après. Personne ne faisait ses croissants parce que, pourtant, on se disait que c'était une bonne idée, ça évitait de descendre. Si, c'est toi. Mais le problème, c'est quand il fallait faire l'effort de fabriquer ses croissants et qu'ils étaient moins croustillants et moins beurrés que le boulanger du coin, c'était pas market fit, quoi. Pardon. C'est un bon cas d'école, en tout cas. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le Lean Startup, qu'on retrouve dans la conception produit, mais qu'on retrouve énormément dans l'acquisition, et c'est vraiment notre méthode de travail, qui est la RRR. l'AR. Donc ça, c'est quelque chose, je vais vous le présenter autrement, puis je vais y revenir, parce que je trouve que cette présentation est psychologiquement plus intéressante.
L'acquisition, c'est comment je fais pour faire venir des gens sur mon site. Ce sont les visiteurs. L'activation, c'est comment je fais pour les connaître, récupérer un email. Donc ça, on est sur le parcours client. La rétention, c'est est-ce que les gens reviennent régulièrement sur mon site, qu'ils soient clients ou non. Revenu, est-ce que ces gens me rapportent de l'argent? Est-ce qu'ils deviennent clients? Referral, est-ce qu'ils peuvent parler de moi à d'autres pour être à nouveau un canal d'acquisition? Aujourd'hui, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, on vous vend 20 millions d'emails, 20 millions de pages vues, des campagnes sur Facebook auprès de tant de millions de personnes. On arrose large, et puis derrière, on passe de là de 200 000 visiteurs sur un mois à 0,1% d'activation. Et puis 0,01% de rétention et 0,001% d'activation. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche plus. Donc il faut arrêter de le faire dans ce sens-là. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord travailler sur la rétention. Pourquoi les gens viennent chez moi? Qu'est-ce qu'ils y trouvent? Qui sont mes clients? Comment je fais pour les connaître? On va faire des interviews. On va faire des interviews en disant, tiens, pourquoi vous avez acheté ça et qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce qui vous a plu? Puis on va faire aussi des interviews cimetières, ce qu'on appelle, c'est le non-client. Pourquoi vous n'êtes pas venu chez nous? Pourquoi vous êtes venu puis vous êtes reparti? Qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé? À partir de là, on va adapter le contexte éditorial et la forme de nos communications et de publicité. Il y a des gens qui sont en recherche de performance, on va communiquer d'une manière, et puis il y a d'autres qui sont, pour résoudre un problème, on va communiquer d'une autre manière. Donc, à partir de la connaissance de notre client, de notre parcours client et de notre client type, on va pouvoir lancer des campagnes d'acquisition ciblées. Je sais que ce client-là qui achète ce produit-là et qui revient régulièrement, je le trouve sur tel portail média, sur tel blog, tel forum, tel type de radio, il est plus RFM que RTL, il est plus TF1 que M6. C'est comme ça que je vais travailler, c'est en le connaissant à partir de là. Je vais arrêter de faire ça comme ça, je vais le faire par des boucles itératives de connaissances avant d'aller scaler là-dessus. Là, c'est pareil, rôle de l'IT, capacité à faire du test, mettre en place des reportings, et l'obsession de la mesure. Je ne l'ai pas assez dit, mais aujourd'hui, l'acquisition, ça passe par l'obsession de la mesure. Il faut mesurer en permanence. Il faut mesurer, en permanence, qu'est-ce qui s'est passé de là à là? Et pourquoi j'ai perdu? Qu'est-ce qui s'est passé de là à là? Pourquoi les gens ne reviennent pas? Il faut comprendre. Et là, on va faire appel à des notions de parcours client, du X, peut-être, et d'entonnoir de conversion. Si la personne n'est peut-être pas passée de là à là, c'est que peut-être le message a été brouillé. En voulant lui mettre une super ergonomie, un bouton magnifique et tout ça, il n'a peut-être pas compris le message. Que si au bout d'une minute, je lui balance une pop-up en disant « Tiens, ça a l'air de t'intéresser l'article que j'ai fait, laisse-moi ton email et je t'envoie les 10 autres articles », c'est un peu vulgaire comme exemple, mais c'est un peu ce qu'on peut donner, je vais pouvoir travailler mon activation de façon plus efficace, indépendamment de l'ergonomie. Ça, c'est un exemple de process cross-canal qu'on met en place aujourd'hui sur les techniques d'acquisition. Je vais d'abord faire un inventaire, donc je connais un peu mes clients, je sais qui ils sont. Quels sont les contenus que possède la marque? Donc, contenu autour de la marque, du produit, des valeurs, l'avis d'experts, témoignages, tout ce que possède la marque, des vidéos, etc. Où je trouve mes utilisateurs? Si je suis un portail de vente de pièces automobiles, je vais les trouver sur Motojournal, je vais les trouver sur des forums spécifiques, etc. Dans quels annuaires je peux aller éventuellement les scraper? Aller les chercher, récupérer un certain nombre d'informations. Donc là, on va être plutôt sur du B2C, et on va activer sur du B2B en descendant sur les notions d'annuaires spécifiques, parce que le mass market sur des annuaires, c'est un peu compliqué. À partir de là, je vais identifier dans mon écosystème donc, le type de produit et de service que je propose à mes clients. Où est-ce que je les retrouve sur des portails médias à forte audience? Si je suis sur une population féminine, problématique de régime, je sais que j'ai des Doctissimo ou des hauts féminins qui sont des vecteurs de communication très forts. Si je suis dans un écosystème fintech, financier, je vais être sur des forums plus spécialisés, sur les Échos, sur l'Express, sur le Financial Times, excusez-moi, toutes ces choses-là. Donc, je vais identifier les portails médias où il y a de l'audience et je vais prendre la parole. Je vais prendre la parole, c'est que mon contenu, je vais le pousser là-dessus. S'il y a des journalistes qui font des articles régulièrement là-dessus, ces journalistes, je vais aller les voir sur Twitter, je vais communiquer, je vais leur proposer du contenu, parce que j'ai un avis d'expert, j'ai un produit, j'ai une valeur ajoutée. Je vous rappelle, je réponds à une problématique, je suis solution fit. Donc je vais le dire à ces journalistes qui vont reprendre ou non mes articles. À partir de là, les gens qui vont être intéressés par ma communication,
je vais essayer de les mobiliser. Je ne fais pas un contenu passif, je ne fais pas un article pour un article. Dans cet article, il faut qu'à la fin, il y ait un en savoir plus. Et vous, votre avis m'intéresse. Tiens, on lance un sondage, on aimerait bien voir ce que vous en pensez. Pour les mobiliser. Mobiliser, c'est la phase d'activation, c'est de récupérer une information nominative, type un email. Donc là, je ne suis plus du tout sur le site produit. Là, je suis dans la galaxie Internet, sur des portails médias, et je fais des actions via des landings, via des surveys, pour pouvoir faire la même technique d'acquisition que je ferais sur mon site. Une fois que j'ai une information nominative, quand je suis dans du mass market, je vais travailler sur du PRM, pour travailler mes prospects, du CRM pour mes clients, et je vais transformer mes clients. Comme j'ai les bons outils de tracking au départ, je sais d'où viennent mes clients, qu'est-ce qu'ils ont répondu à quoi, de quelle source ils sont venus, sur quel portail média ils ont été le plus sensibles, quelle catégorie, quelle typologie d'utilisateurs ils sont et à quel contenu ils ont été sensibles. Et à partir de là, en fonction de la transformation que je vais avoir, je vais itérer pour adapter et améliorer les supports que j'utilise, adapter et améliorer mon contenu, pour pouvoir faire une boucle d'itération qui va être, dans un temps donné, vertueuse. Là, l'IT a un rôle aussi sur l'automatisation. Entre autres, quand on est dans le monde du B2B, les annuaires, le scrapping, il y a plein de choses qu'on sait faire aujourd'hui, de façon très légale évidemment, qui permettent d'automatiser un maximum de communication poussée vers des clients pour les ramener chez nous. Bon, on arrive à la fin. Marketing et IT, des objectifs communs. Donc, ce que j'ai voulu dire, je l'ai peut-être pas dit assez précisément, c'est que l'acquisition digitale aujourd'hui, c'est travailler main dans la main entre le marketing et l'IT. Il faut que le marketing partage ses objectifs business. Il y a trop de sociétés qui ont des objectifs, qui ont une stratégie qui n'est pas partagée avec les forces opérationnelles. Moi, je peux vous dire que j'ai été pendant 20 ans directeur technique. Je viens de la technique, avant d'être passé du côté obscur du marketing, qui est beaucoup plus drôle le côté obscur, je peux vous le dire. C'est qu'à chaque fois que j'ai eu une problématique et que je suis allé voir les techniciens en disant « j'ai une galère, comment on fait pour la résoudre ?», ils ont été mes premiers ambassadeurs et c'est eux qui ont trouvé les meilleures solutions à moindre coût et les plus efficaces. La problématique, c'est cette communication qui existe entre un marketing souvent qui est très distribué entre l'acquisition, la fidélisation, etc. et un IT aussi qui est assez distribué. À partir du moment où on arrivera à faire de l'agilité, acquisition au même titre qu'on l'a fait pour le produit, on arrivera à avoir des acquisitions performantes. Donc c'est important, c'est de communiquer, c'est de partager des objectifs communs. On ne peut pas avoir une roadmap produit qui part à 6 mois avec des enjeux business qui sont à 3 mois pour une entreprise. Ça se voit partout, ça. Ça se voit partout. Donc la roadmap, à un moment donné, elle a des travaux de fond, mais elle doit aussi avoir des travaux qui soient orientés sur l'acquisition. S'il faut améliorer du parcours client, s'il faut faire des choses, mettre en place des outils de tracking pour bien connaître ses clients, c'est fondamental et il ne faut pas les négliger. Voilà. Je vous remercie. J'espère que c'était clair. On a des outils pour ça. Comment il s'appelle ? Yoast. On a des outils qui permettent de faire une analyse de l'ensemble des mots-clés utilisés par les concurrents, par le site, de voir quel coût, comment ils évoluent et de voir s'ils sont pertinents ou pas. On est capable de dire que pour X euros par jour, tu peux garder une première place en AdWords et voir en fonction de ça. Si on te dit là, on a un client, c'est 330 euros par jour en AdWords, il garde la première place dans son secteur. Sauf que 330 euros par jour x 30, ça fait 10 000 euros par mois. Il a une LTV, lifetime value, une rentabilité de client, qui lui, ça lui permet de le faire, mais il y en a d'autres, ça ne leur permet pas de le faire. Donc en fonction de la valeur client et de la rentabilité client, on va voir si ça vaut le coup de garder une première place sur Google. Sinon, il va falloir chercher d'autres techniques d'acquisition. Donc toujours corréler le coût d'acquisition à la rentabilité client. Je n'ai pas parlé de LTV en effet, mais la rentabilité client, la finalité, c'est celle qui va définir votre budget d'acquisition. Qui vont surtout se plugger à Google, qui vont se plugger à votre analytique, qui vont récupérer l'historique et qui vont regarder qui fait des enchères, parce que Google donne déjà des stats sur les coûts moyens du clic. Et voilà, qui reprend tout ça et qui va aussi avoir sa propre open data derrière qui vont permettre de mixer tout ça. Alors, il y a la phase design product déjà. Donc moi, ça, c'est pas notre métier, c'est le métier de TIGA, une autre société de l'Alliance, qui va dire quand vous faites un produit, vous avez déjà pensé, c'est un peu le modèle ici de dire
vous savez à qui vous allez adresser votre produit. Si vous développez une clé à outils révolutionnaire pour démonter un moteur de voiture, vous allez vous adresser à des garagistes ou à des particuliers qui bricolent. Donc vous avez déjà une vision de votre marché. Donc dans votre design product, vous avez déjà testé votre marché sur ces utilisateurs. Normalement, vous avez déjà fait une grosse partie de ce boulot-là, puisque les gens vous ont dit qu'ils étaient intéressés pour ça. Après, il va falloir le tester. Est-ce que je suis capable, à partir de 5 ou 10 personnes plus ou moins proches qui m'ont dit oui, ça m'intéresse, et à ce coup-là, est-ce qu'on est capable de le répéter et de le généraliser? Donc il y a déjà une phase dans la conception du produit qui dit voilà à qui s'adresse mon produit, de telle manière. Et après, il y a un test and learn qui va dire comment je vais communiquer plus largement pour le faire savoir. Et voir si cette solution, elle est scalable en termes d'acquisition. Et c'est du test and learn. Et on s'aperçoit que des produits qui sont partis sur une typologie utilisateur, souvent dévient et sans changer le produit, mais en changeant la présentation du produit ou le marketing du produit, on s'adresse à adresser d'autres typologies d'utilisateurs avec le même produit. J'ai une question, tu parlais d'écrasement de la marge sur coût variable. Ouais, MCV. Tu prenais des notes sur le slide précédent, du coup, je n'ai pas saisi ce que ça veut dire. La marge sur coût variable, c'est la marge entre un budget marketing, c'est un budget variable. C'est-à-dire que tu vas investir tant par mois pour acquérir des clients. Le chiffre d'affaires que vont générer ces clients, sachant que dans la notion de chiffre d'affaires, tu as un revenu immédiat, et puis tu as un revenu à long terme sur l'upsell, d'où la lifetime value. Il faut que ce chiffre d'affaires soit supérieur à ton coût marketing. Si tu investis 10 et que tu gagnes 12, tu gagnes 2 € de marge sur coût variable. C'est cet MCV qui va payer tes frais de structure, tes loyers, tes salaires. C'est la différence entre LTV et CAC? Non, la LTV, lifetime value, c'est ce que tu as rapporté à un utilisateur pendant tout son cycle de vie chez toi. Des formules d'abonnement, par exemple, la LTV, elle peut aller à plusieurs centaines d'euros parce que les gens vont payer 10 € par mois. Un Spotify a des LTV, je ne sais pas de combien d'ailleurs, mais j'imagine que quelqu'un qui reste abonné 3 ans chez Spotify à 9 € par mois, gagne 300 €. Combien Spotify achète un de ses clients? S'il investit 10 millions par mois de budget marketing et qu'il fait moins de 10 millions de chiffre d'affaires en calculant la LTV dessus, sa marge sur coût variable est négative, il perd de l'argent. D'accord. C'est pas ton slide là sur la marge sur coût variable, c'est ça le sujet ou c'est Non, c'est la marge sur coût variable. C'est de dégager une marge sur mes budgets d'acquisition. S'il n'y en avait qu'un. Le trafficking. Allez, je te laisse la parole. Le trafficking, très simplement, c'est toutes les méthodes et les outils que tu peux mettre en place pour suivre de façon ad-centrique tes campagnes, tes actions. Donc ça passe aussi bien les UTM Google ou toutes les couches de tracking qu'on peut mettre dessus. C'est simplement ça, c'est un terme qui est... Voilà, le trafficking, en fait, c'est vraiment l'identification de trafic issu de campagnes sponsorisées. Sachant que tu as le trafic et le tagage, qui sont deux choses aussi... je ne suis pas rentré dans des éléments techniques, ça aurait peut-être pu être intéressant par rapport à la population, mais entre autres les UTM de Google, le tracking, le clic 30 jours, la clic de performance, qui est revenu, canal historique, les notions sont très très vastes. En fonction de ton modèle, tu vas adapter ce que tu veux. Donc le trafficking va représenter l'ensemble des éléments de tracking que tu vas pouvoir mettre en place dessus. C'est bon pour tout le monde ? Bon, je vous remercie. Je crois qu'il y a je sais que c'était dur de venir jusqu'au soir, là, donc je vous remercie d'être venu. Je crois qu'il y a un apéro de clôture en bas. Et voilà, vous finirez, j'espère, avec une bonne image du marketing. Merci beaucoup.